Dimanche 13 avril. Oui, j'en fais beaucoup en ce moment des éditos. Disons que je ne fais pas autre chose. Je vous l'ai dit, même s'il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, mais je n'ai plus le même allant. Je n'ai pas le goût de le faire. Je sens que je dois le faire pour différentes raisons, dont dont la suivante plutôt, c'est que vous êtes quand même nombreux à vous attendre à un mot de ma part, à un mot sur les choses, un mot du cœur, un mot plus qu'un mot, la vibration de ma voix. Vous ai-je dit comment j'avais commencé comme conteuse? Comment je m'étais rendu compte que j'étais conteuse? Je vous le dirai peut-être. Mais ça s'est fait malgré moi, j'allais dire comme une évidence. Comme les choses qui se présentent les unes après les autres dans la vie et puis qu'on arrive à saisir au vol et à s'en amuser. Mais non, il y a quelques dossiers. J'ai là sur ma table quelques livres à propos de logique et de rhétorique. Et pour en faire une synthèse rapide sans trop y passer de temps, ça va être un petit peu plus complexe que juste ouvrir le livre et le lire en diagonale une première fois et puis vous le lire, comme je fais d'habitude pour des ouvrages moins complexes. Oui, quand il s'agit de logique et de rhétorique, on doit s'intéresser au rouage de l'esprit, enfin d'esprit, du mental bien sûr, et ça demande, d'autant plus maintenant, ça nous demande une grande concentration. Nous avions lu quelques très brefs extraits de Henri Poincaré, le grand mathématicien, dont on peut trouver des petites capsules, c'est très saucissonné, parce que c'est dense, mais de ces livres lus par un amateur de mathématiques. On se dit que pour écrire ça, mais aussi pour le lire, puisque les gens se le sont arrachés quand même, la science et méthode et je ne sais plus exactement, ça m'échappe là tout de suite, mais il faut quand même un esprit mental affûté. Regardez comme nous sommes amoindris, fatigués. J'ai remarqué une chose aussi très étonnante. À quelle occasion? En face de quelqu'un, d'une vraie personne, mais que plus personne ne fait fonctionner sa cervelle. Enfin bon, ça comprenait, la cervelle c'est un raccourci, justement c'est une métonymie, je crois, une figure de style. Nous le vérifierons un peu plus tard. Si l'information n'est pas immédiate, complètement mâchée, et au début de la phrase, ils n'écoutent pas. Ils comprennent pas, ils saisissent pas, ils mémorisent pas. Mais surtout, ces gens vont vous interrompre sans attendre la fin de la phrase ni même la suivante en disant « Ah mais je sais pas ce que c'est ce truc-là » à propos du mot qui est au début de la première phrase, mettons. Or, si on redonne du contexte, c'est-à-dire qu'on laisse l'interlocuteur parler jusqu'au bout, faire son petit exposé, peut-être quelques phrases, le contexte ou les autres choses qu'il va expliquer vont logiquement donner du sens au premier mot qui était inconnu de l'auditeur. Peut-être même que la phrase visait à expliquer ce seul mot. Alors un machin, dans l'industrie textile, quand on fait « Ah, un machin, je sais pas ce que c'est ». Oui, mais la phrase entière était un machin dans l'industrie textile. Donc d'accord, ça donne déjà du contexte. Puis peut-être une petite incuse, comme c'est une incursion qui dit « Oui, quand on utilise des textiles naturels, virgule, c'est l'appareil qui permet de… » Voilà. Donc c'était la définition de machin. Mais il paraît justement que le français se prête tout à fait à ces impatiences et à ces coupages de paroles parce que sa structure est faite comme ça, sujet, verbe, complément. Alors que, par exemple, en allemand, il y a des tournures qui sont rejetées, le verbe est à la fin, tout ça. Donc, pour comprendre le sens d'une phrase, il faut l'écouter jusqu'à la fin, jusqu'au dernier mot, qui est le verbe. Donc, on peut dire… parfois le mot le plus important de la phrase. Et c'est pour ça qu'on dit que l'allemand est une langue diplomatique. Parce qu'il faut écouter son interlocuteur jusqu'au bout. Ça tient à la structure même de la phrase, à la syntaxe. Intéressant, non? Et là, en fait, au lieu de, je sais pas, de fermer sa gueule et d'essayer de faire marcher un petit peu son sens logique, de pas toujours interrompre comme un petit enfant pour dire « Non, mais ça, je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais ça, je sais pas, tu me parles de choses que je connais pas. » Oui, mais surtout moi, qui me rend spécialement clair et qui ai bien compris que mon interlocuteur, mettons, ne maîtrise pas le sujet que je suis en train d'introduire. Je ne suis pas en train de lui en parler comme si je parlais à quelqu'un qui est, on va dire, à mon niveau de connaissance par rapport à ce sujet.
Donc déjà, j'ai le discernement et ces gens le savent, puisque les gens qui me disent, je t'écoute depuis 3, 4 et 5 ans. Ah bon? Donc tu as compris comment je fonctionne. Donc si un mot ou une chose dont je parle, tu ne la maîtrises pas complètement, fais fonctionner ta cervelle pour te figurer déjà de quoi il est question, dans quelle sphère, enfin ce mot se réfère-t-il à un objet, à une idée, à un terme technique et de quel ordre, etc. Bon, il y a plein de mots comme ça, j'ai jamais demandé directement parce que j'écoute, bon une bielle, une bielle, un bief, une écluse. Voilà, tout de suite j'ai des images qui me viennent, mais je sais que c'est pas ça, puisque sinon ce serait le même mot. Et puis j'ai fini par comprendre, plus ou moins. Mais on peut apprendre beaucoup de choses quand on écoute activement un interlocuteur, et pas forcément un interlocuteur qui s'adresse à nous. Dans des conversations de bistrot, par exemple, on va avoir 2 collègues qui parlent de choses techniques. Je sais pas, d'engins de travaux publics, de mélange de, je sais pas, de type de mortier. On peut apprendre beaucoup de choses si on se tait et qu'on essaye de faire fonctionner vraiment son sens logique. Même si on ne sait pas tout la première fois, des choses qu'on aura entendues vont nous servir la prochaine fois qu'il sera question de choses un petit peu dans le même ordre d'idées. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On n'apprend pas que en allant chercher l'expert du domaine en lui disant explique-moi tout de façon prémâchée. C'est comme ça qu'on apprend de la vie, en intégrant des choses qu'on n'a pas complètement comprises. On les met de côté, et puis un peu plus tard, quand on rencontre une autre personne du métier ou simplement d'autres circonstances vont faire que ça va s'éclairer. Les données qui nous manquaient dans le dossier vont s'éclairer. Par exemple, qu'est-ce qu'une tête de Delco ? Voilà, tout vient à point, à qui c'est attendre. Mais comme, ah non mais je connais pas, donc ça m'intéresse pas, donc j'écoute pas, ou bien ça me rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais c'est pas une façon d'apprendre à être intelligent. Chers amis, vous n'allez pas être intelligent en m'écoutant passivement. Parce qu'en m'écoutant passivement, on pourrait dire « Ah là, je suis d'accord, ah là, je suis pas d'accord ». Donc ça devient du mental, binaire et de l'émotionnel. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'apprendre les rouages de votre pensée logique pour vous en servir. L'idée, c'est de vous inspirer d'une pensée arborescente créative pour trouver la vôtre, pour vous autoriser vos associations d'idées, mais que l'un ou que l'autre, ça ne fonctionne pas. L'esprit intégral, c'est l'esprit qui intègre le fonctionnement, on va dire, symbolique de chaque hémisphère et qui en fait une synthèse qui est unique, personnelle, donc un peu créative, mais quand même rigoureuse. Mais moi, je suis frappée par tous ces gens qui m'interrompent au début de la phrase, alors que, au plus tard, 2 phrases plus tard, ils ont compris de quoi il s'agit s'ils font fonctionner leur intellect. Parce que je vais donner des explications et des images. Oui, par exemple, quand j'explique un truc, par exemple à un homme, j'explique, je sais pas, des choses concernant la qualité du textile ou en montrant un objet ou je sais pas trop quoi, et j'emploie à dessein un terme technique, mais un seul, mais un terme simple. Par exemple, ourlet. Et le gars, au lieu de me laisser aller jusqu'au bout de la phrase, qui lui explique ce que c'est qu'un ourlet, il m'interrompt en me disant « Non mais là tu me parles chinois, je sais pas de quoi tu me parles. » Paresse mentale. Paresse mentale, bien sûr que peut-être ça l'intéresse pas plus que c'est un ourlet, mais là c'est le prétexte à la communication. Mais si un ourlet l'intéresse pas, peut-être qu'autre chose l'intéressera pas non plus. Son propre fonctionnement mental ne l'intéresse pas. Et ça, c'est le truc d'être élevé avec des vidéos. La vidéo rend 2 fois plus passif que la lecture. Et la lecture, c'est déjà pas mal, mais la lecture aussi, c'est passif. Suivre le raisonnement d'un autre et fermer le bouquin et ne pas s'essayer soi-même au raisonnement ou à l'observation, c'est passif. Mais les gens qui font leur éducation strictement qu'avec des vidéos, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ce qui reste, ce sont les impressions émotionnelles. Tous ces gens qui vous disent « Ah, regarde, je me suis documentée, j'ai appris un truc. » Bon, en fait, ils ont vu une vidéo. Et puis, ils sont incapables de vous dire vraiment la teneur de la chose. Parce que ce n'est pas en une fois qu'on assimile un concept. Quand on a le bouquin, on dit « Ah, j'ai lu un truc intéressant, attends, il faut que je t'en parle. » C'est
Ah mince, comment c'était déjà? Attends, c'était un peu compliqué. Donc le mec, il retourne lire le paragraphe. Et il se dit, ah ouais, ah oui, non, mais c'est vrai que j'avais peut-être pas tout compris. Ah oui, oui, d'accord. Et donc c'est. Puis il revient vers son camarade. Il lui dit, oui, alors en fait, il s'agit de ci et ça, mais j'ai pas encore tout bien compris parce que je pense qu'au chapitre suivant, il va nous expliquer. Et est-ce qu'il s'est rendu compréhensible? Est-ce qu'il a vraiment assimilé ce qu'il a lu? Et est-ce qu'il a pu le restituer? Il n'y a qu'une seule façon de savoir si vous avez compris quelque chose. C'est pas être assis dans le canapé en face de l'ordinateur qui vous débite des trucs, et de plus en plus par des intelligences artificielles, hein, des réseaux de neurones connectés qui vous disent ce que vous devez penser. Il n'y a qu'une seule façon de faire ça, c'est d'aller en parler à quelqu'un qui ne connaît absolument pas le sujet. Déjà, allez-vous réussir à intéresser cette personne. Ensuite, allez-vous vous rendre intelligible, compréhensible. Allez-vous réussir à lui expliquer ce que vous avez compris. Et vous-même, l'avez-vous compris? Quand on écoute juste un raisonnement se dérouler, ça paraît très très convaincant. C'est d'ailleurs l'aspect émotionnel. C'est pour ça qu'il y a les images qui bougent, qui sont censées nous mettre dans un état alpha relatif, donc de plus grande réceptivité mentale, mais pas intellectuelle. Non, émotionnelle. Et puis la musique et tout ça, le générique, le machin, bon. C'est construit de telle façon que une fois que le truc est passé, vous êtes d'accord. Mais c'est pas construit de telle façon que vous interrogiez les procédés mêmes de la présentation. Donc la seule façon de voir si vous avez bien compris, si vous avez assimilé les concepts, c'est de les réexpliquer à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet. Or, ce qu'on a, avec surtout dans la sphère, j'allais dire, ouais, le monde des petits complotos à la petite semaine, ils regardent les mêmes vidéos. Oui, parce que le net est arrosé des mêmes choses en permanence. Donc les gens croient qu'ils sont tombés sur une petite perle, mais en fait, tout le monde l'a eu dans sa boîte, ce truc-là. Donc en fait, ils font référence à quelque chose qu'ils ont tous vu, donc ils n'ont pas à le réexpliquer. Et moi, souvent, j'ai des gens, très souvent, et ça commence vraiment à me gonfler à mort, quoi, qui viennent me trouver, que ce soit par courrier ou parfois en vrai, ça c'est depuis des années comme ça, hein, et qui me prennent à témoin d'un truc qu'ils viennent d'apprendre, d'un truc important, mais qui est un dossier que j'ai traité. Et une partie des informations qui n'étaient pas disponibles ailleurs dans les recherches que j'ai faites moi, elles viennent de mes propres recoupements ou de mes propres observations. Donc ils sont en train de me dire, mais plus mal, parce qu'ils l'ont même pas vraiment bien compris, des choses qu'ils ont entendues chez moi. Mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils n'ont pas mémorisé où est-ce qu'ils l'ont entendu. Et quand je leur dis, ouais, mais ça c'est mon émission de la semaine dernière. Ah ouais, ouais, non mais sinon tu savais que... Mais non seulement je le savais, mais ça se trouve tu le savais... Mais ça se trouve tu le savais pas avant d'écouter. C'est troublant, hein. Mais même vous qui cherchez, mais faites un effort. Arrêtez les vidéos, les gars. Vous avez la cervelle qui va vous couler par les oreilles. C'est renversant. Donc ça me gonfle tellement au bout d'un moment que je me demande vraiment pourquoi je fais ce que je fais. Bon, il y en a quelques-uns, quelques-unes. Ouais, j'ai quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus rigoureuses intellectuellement. Dans celles que j'ai rencontrées en tout cas. Mais c'est impressionnant. Hein. Je suis choquée par ça. Par ce besoin de... Il faut que ce soit immédiat. Ah, t'as le lien? T'as un lien? Ouais, parce que moi, cliquer, ça va. L'effort de cliquer, je peux aller jusque-là. Et puis laisser couler dans mes yeux, dans mes oreilles, mais le reste, non. Non, je n'irai pas chercher moi-même. Non, je ne vais pas copier un lien et le coller. Non, je ne vais pas les vérifier. Ben non. Mais toi, tu l'as fait, donc je ne sais pas le faire. Ben, c'est exactement la même attitude que vu à la télé, les informations, les trucs comme ça. Ça y est, ça se lève. Il fait beau. Oui, je suis de l'autre côté. Il y a plus de carrelage, donc ça résonne beaucoup plus. Et pas beaucoup de meubles pour étouffer les sons. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui se réapproprient leur faculté de jugement, mais qui ne font pas suffisamment usage de leur intellect. Ils voient des choses, notamment des trucs complètement dissidents, les géants, la terre plate, beaucoup de choses comme ça, un peu qui relèvent du merveilleux, j'allais dire.
Et ils ont un attachement émotionnel. Ouais, j'y crois, j'y crois. Bon, moi, je m'en fous d'y croire ou de pas y croire. Je cherche plutôt d'un côté des éléments probants et de l'autre à voir en quoi ces différentes théories allument chez moi des types d'émotions différents. Puisqu'il y a des manipulations essentiellement émotionnelles autour de l'information, quelle qu'elle soit. Je propose aussi beaucoup de faire ça, pas de troquer une théorie admise contre une autre, dissidente, mais plutôt de voir d'où tout ça émane, qu'est-ce que ça fait naître en nous, et puis appliquer une certaine rigueur intellectuelle. Mais la rigueur intellectuelle, on ne peut l'avoir que si on est actif mentalement, et pas passif devant une vidéo. Des vidéos. 50 vidéos. Alors c'est toujours troublant quand les personnes s'imaginent que le sujet de mes émissions, de mes investigations, est plus important que la méthode. Parce que si on s'attache au sujet, le pétrole abiotique, l'eau primaire, les choses... Bon, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus probantes que d'autres. Hein. L'eau primaire, notamment, il y a des entreprises qui la trouvent, qui la cherchent et qui la trouvent. Donc en fait, c'est une vérité cachée, c'est pas une supputation. L'âge de la Terre, à la fois très ancien, très récent, le récentisme historique, tout ça, il y a beaucoup d'éléments très probants, mais c'est pas un fait. Non, pas comme l'eau primaire avec l'entreprise qui va la chercher sous terre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont absolument sujettes à caution et pour lesquelles nous n'avons que des éléments indirects. Tout ce qui n'est pas directement vérifiable par nous-mêmes. Donc en fait, la question de qu'est-ce que la réalité est vraiment importante et la remplir avec des réponses, moi je crois aux géants, moi je crois à ceci, et croyez les gars, mais allez-y, croyez. Parce que vous êtes attaché émotionnellement à des choses. Donc si vous êtes attaché émotionnellement, vous ne pouvez pas raisonner pleinement. Il y a des écrans. Exactement, et j'ai dit des milliers de fois depuis 5 ans. Dès qu'on est attaché émotionnellement à quelque chose, par exemple le croyant est attaché à l'idée de Dieu selon sa religion, et à tous les dogmes et obligations et interdits qui s'y rattachent, et il lui est interdit, par sa religion, par sa conscience, de remettre en question le bien fondé de sa religion, ou même l'existence de Dieu. C'est impossible. Impossible. Du point de vue logique, tout ça, ça lui est interdit. Quelqu'un qui aurait un sentiment profond de Dieu, un sentiment profond, peut se poser la question en toute logique, est-ce que Dieu existe, est-ce le hasard? Ça n'enlèvera pas forcément sa conviction profonde. Mais est-ce qu'il a assez de liberté mentale et intellectuelle pour remettre en question même ce qu'il croit? Donc, entre guillemets, ce qu'il sait. Parce que quand les gens me disent « Non mais moi je suis pas croyant, moi j'ai pas de croyance », si, tout le monde a des croyances. Elles sont juste déplacées. Parce que dans le langage ordinaire, un croyant, c'est un croyant en Dieu. Mais quand on dit je crois dans la science », tu crois. Trust my science. Oui, il faut croire. C'est ça qu'ils nous demandent. Ils ne s'en rendent même pas compte. Ouais, les croyants, les obscurantistes qui croient en Dieu, ouais, mais ils disent trust my science. Crois dans la science, fais confiance à la science. Trust, c'est vraiment, c'est profond, quoi. Donc en fait, tout le monde en est au même point et personne ne veut le reconnaître. La science, non mais quelle science? La science de qui? La science académique qui est, une espèce de construction non consensuelle de gens qui se cooptent d'eux-mêmes, qui se cooptent entre eux, je veux dire, et qui ont des postes liés aux sphères de pouvoir. Tous les conseils scientifiques et choses comme ça, c'est pas, le mot n'est pas la chose, ce n'est pas un conseil avec des conseillers qui sont des scientifiques. C'est une instance politique. Secouez-vous un peu les neurones là. Quand le conseil scientifique indépendant, au lieu de 2 contre-vérités, il y en a 3. C'est pas un conseil, c'est pas des scientifiques et c'est pas indépendant, c'est un panier de crabes bis de gens qui veulent, via la dissidence, arriver à une notoriété qu'ils n'ont pas pu avoir en passant par les instances ordinaires parce qu'ils n'étaient pas assez bien placés dans les hiérarchies occultes. J'étais pas partie pour parler de ça du tout.
Mais je suis atterrée par le manque d'intelligence d'une grande partie de mon auditoire qui prétend me porter au nu. C'est terrifiant, si vous saviez. Bon, je m'étais fait une raison il y a très longtemps, et puis de toute façon, au départ, vous étiez très peu nombreux, et vous étiez curieux et intéressés. Enfin, ceux en tout cas avec qui j'ai pris contact. Et vous êtes toujours là. Et vous faites votre miel de tout ce cheminement au-delà du sujet annoncé des émissions ou de mon ton parfois un peu provocateur. Non, vous voyez bien qu'il s'agit d'un cheminement humain et spirituel que nous faisons tous, enfin tous ceux qui se sont engagés dedans, bien sûr, hein, et que ça ne peut être qu'un chemin qu'on fait activement. Je ne m'adresse pas, je n'évoque pas tous ceux qui justement sont passifs devant leur écran et croient qu'ils ont tout compris. Et m'écoutent aussi bien qu'ils écoutent des tirages de tarot ou des chaînes d'hypnose régressive ou des choses comme ça. Les gens qui arrivent à la dernière heure et qui disent « Ah oui, oui, très intéressant, d'ailleurs, machin, d'hypnose régressive, il l'a dit aussi. » Ouais, je soupçonne des gens des chaînes d'hypnose régressive d'avoir une oreille qui traîne vers ce que je raconte, quoi. Ouais, mais moi, je suis pas dans l'astral, pas dans l'occulte. Je le refuse. Et de plus en plus, puisque j'ai compris de quoi ça émanait. Avant, je pouvais être comme nous tous, tentée. Ben oui, les champs informationnels. Moi, je croyais vraiment à ça. Mais ce que nous a vendu le nouvel âge. Et les tenants de l'ésotérisme. Ben, par exemple, oui, Steiner, bien sûr. Puisque Steiner, c'est pas un débile pour les masses décervelées. Il faut quand même rentrer dedans. Il y a une pensée très, très spéciale, très créative, mais construite. Il y a une forme de rigueur. Plus personne ne pourrait lire Steiner à part les anthroposophes. Mais c'est lui qui a introduit tout un tas de concepts où il y a beaucoup de vérité. Hein. Il parle de l'astral, de l'éthérique, d'énormément de choses dont j'ai pu m'inspirer pour ma compréhension du monde. Il y a une homéopathie qui est typiquement d'inspiration anthroposophique. Ouais, est-elle astrale ou éthérique? Moi, je pense qu'elle est éthérique. Et c'est là qu'on devrait peut-être reparler de la fraude des trois règnes, etc., de ces trois sphères vibratoires qui s'interpénètrent, que sont l'animal, le végétal et le minéral. Et je pense que ce qui leur est commun, enfin je pense, le minéral, selon les anthroposophes, n'a pas de corps éthérique. L'éthérique commence avec les plantes. Donc c'est infra-éthérique. C'est pas supra, c'est pas astral. Ce qui est dans les minéraux, comment dire. Possiblement, il y a de l'astral partout, l'astral infuse tout, mais notre corps peut être astralisé, mais notre corps lui-même n'est pas d'essence astrale. Notre corps physique, nos organes. Il y a des résonances avec tout, mais le corps éthérique, le corps énergétique le plus près du corps, il est en dessous de l'astral. Il n'est pas pris par l'astral. D'ailleurs, je ne le répéterai jamais assez, mais le système des méridiens utilisé en acupuncture, c'est pas des méridiens d'acupuncture, parce qu'acupuncture c'est piqûre par les aiguilles, c'est un réseau ramifié. Hein. Le système primo-vasculaire est dans le corps, il existe, il est physiologique, il est très fin. On n'avait pas vu le fascia, le tissu interstitiel qui est partout, et les boules interstitielles et tout ça. Donc on n'avait pas vu non plus le système primo-vasculaire. Mais bon, pour ceux qui arrivent en cours de route, regardez le numéro 2 ou 3, je ne sais plus, je pense que c'est le 2 de Anatomie énergétique, où il est question du système primo-vasculaire. Donc ça, c'est même pas de l'éthérique, c'est du physiologique fin. L'astral, c'est quand on se lie en esprit, qu'on crée des pactes, qu'on appelle des choses, qu'on fait de la magie, qu'on invoque, en le sachant ou sans le savoir, les êtres astraux, les démons. Bien sûr, les adeptes de l'ésotérisme disent « Mais non, ce ne sont pas des démons, ce sont des êtres. » Mais regardez leur tronche. Les démons hindous, ah oui, ce sont des dieux. Ah oui, les bleus. Oui, mais je vais t'expliquer, c'est parce que... Ouais, mais il suffit juste d'ouvrir les yeux. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir que c'est malsain et ça n'a pas lieu d'être. Et quand on se voue à ces choses-là, ça a un prix. Et ça aussi, ça impose d'éteindre notre intelligence et notre sens du cœur. Parce qu'il est criant que toutes ces pratiques sont des pratiques magiques qui visent à accroître la puissance de l'ego. Et il y a plein de pratiques magiques
tout à fait déguisés, même sous couvert de religion apparemment très respectable et très opposés à l'astral, qu'ils font aussi. Mais bon, voilà, j'étais vraiment, vraiment très, très étonnée par la constance de ces réactions à ce que je dis et ce que je propose, des gens qui constamment viennent me féliciter et dans la phrase d'après, prouvent qu'ils n'ont pas ni écouté ni compris ce que je raconte. Et qui continuent d'écouter. C'est vertigineux. Ils devraient comprendre que c'est pas pour eux. Que ce que je dis est incompatible avec leurs croyances préexistantes qu'ils n'ont pas voulu remettre en question. Parce que moi aussi, j'ai dû remettre en question beaucoup de mes croyances et je continue de le faire, peu à peu, mais avec une méthode. Or, ils font exactement ce que je dénonce, de s'attacher émotionnellement à des idées ou des croyances et de ne surtout pas les remettre en question, mais d'examiner des objets de la pensée. Comme des nouvelles théories, des choses comme ça, mais il ne faut surtout pas que ça entame leur propre vision du monde. Donc ils sont incapables de tourner leur attention critique sur les choses vers eux-mêmes. Alors que vraiment je soutiens qu'il faut avoir ce regard affûté et critique, tourné dans les deux directions à la fois et en même temps. Quand on examine des soi-disant vérités qui nous sont assénées depuis toujours comme étant l'histoire, la géographie, la composition du monde, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de manipulations, mais il faut aussi que nous regardions du côté de nos réactions, que nous nous regardions nous-mêmes, que nous nous observions au moment où nous étudions ces choses. Ah, j'ai toujours su que, parce que la nouvelle vérité est forcément plus vraie que l'ancienne ? Sérieusement ? Non, ça te donne une émotion de joie ou d'excitation, de voir que quelque chose à quoi tu n'as jamais vraiment pu adhérer est faux. Ça ne veut pas dire que la nouvelle version est vraie. Elle est peut-être plus vraie. Elle est peut-être plus libératrice pour ton cœur. Elle est peut-être aussi plus flatteuse pour le type d'émotion que tu entretiens. Mais moi, ce que je vois, c'est généralement des gens qui ont troqué la vieille programmation mentale contre une nouvelle. Ouais, les géants, l'énergie libre, les machins, les trucs comme ça, mais sans aucun esprit critique. Ils avancent des arguments qui sont, pour moi, des arguments d'enfants naïfs, quoi. Alors, c'est joli d'être un enfant naïf, mais on ne peut pas raisonner avec des émotions d'enfant. On raisonne avec la pensée logique. Et quand on a des émotions, ça renvoie à l'émotionnel. La vérité n'est jamais dans les émotions. Il y a des niveaux de manipulation très subtils. Tout ce qui est terre plate, tout ça, c'est venu par Internet. C'est effectivement une opération psychologique. Avec beaucoup de non-sens emballés dans des trucs, des arguments qui sont très très troublants. À ce propos, pour suivre une enquête en règle pour questionner la réalité des faits, j'avais bien envie, depuis le temps que j'y pense, à cette série d'émissions, j'avais bien envie de vous la passer. Et là, celui qui n'écoute pas et qui est précis, et quelle série d'émissions ? Attends, ça vient dans la phrase suivante. C'est une série faite par, je ne sais plus, ça peut pas être la BBC ce truc. En tout cas, c'est un anglais. C'est une série de 11 épisodes sur la réalité de l'alunissage. Alunissage, Man on the Moon, le premier homme sur la Lune. Et ça s'appelle, en français en tout cas, alunissage, interrogeons-nous. Moon landing, interrogeons-nous. Et donc, ce gars va passer en revue un grand nombre de points précis et faire appel à des gens, des experts, pas des experts autoproclamés, mais des gens qui se sont intéressés au sujet, qui sont des chercheurs indépendants ès-qualité. Il y a des photographes, des universitaires, des techniciens, tout ça. Et il est vrai que purement du point de vue pictural et d'infographie, tout ça, il est évident que dès qu'on regarde, on commence à voir des trucs qui ne vont plus. Il y a notamment un des épisodes où ce sont des gens, c'est un photographe de studio, en tout cas quelqu'un qui connaît parfaitement la technique photographique, notamment liée à la lumière, et tout ce qu'il dit, je le comprends, puisque moi j'ai été de la partie. Donc je peux tout à fait apporter foi à tout ce qui est dit là. Donc il était question de lire les images. Et ça, je l'ai vu il y a une grosse quinzaine d'années, c'est vrai que ça a été très formateur.
Il y a beaucoup de choses qui ont été très formatrices et j'ai vu des gens qui interrogeaient les documents. Bon, c'était aussi le travail de ma mère. En tant qu'historienne, on interroge les documents qui nous parviennent. On les évalue, on peut les dater, on peut... Bon, tout ça avec des présupposés qui sont vrais ou faux, dont on ne sait même pas qu'ils sont faux. Mais si A est vrai, alors B, d'où découle C. Voilà. Mais quand on a des compétences techniques, je ne le dirai jamais assez, dans un domaine, on ne peut pas vous la faire. Si le garagiste vous dit qu'il a changé la durite, mais qu'il n'a pas changé, qu'elle est à moitié cuite, et que vous êtes une petite bonne femme qui a jamais soulevé le capot, sauf pour remettre de l'huile, quoi, vous n'y verrez que du feu. Mais si vous savez bien bricoler, et que le mec vous a pris pour un cake parce que vous êtes bien habillé, et qu'il vous a pris pour un petit employé de banque qui sait rien faire, et que vous voyez la durite à moitié cuite, vous vous direz, ce gars-là m'a roulé. Donc quand on a une vraie compétence, personne ne peut vous mentir, vous rouler dans la farine. Il n'y a que par rapport aux choses qu'on ne sait pas qu'on se les impressionner. Hein, vous savez, oh, c'était bien fait ce reportage, c'était bien fait. Ouais, mais si tu connais pas la question, comment tu peux savoir que c'est bien fait? Comment tu peux savoir que le mec, il t'a pas dit tout un certain nombre de choses qui auraient orienté ta compréhension d'une façon tout à fait différente? Parce que sa rédaction lui a dit de prouver à quel point tel truc était dangereux et tel autre était inoffensif. C'est leur métier, c'est de la manipulation de l'information, manipulation du langage, mensonge par omission, etc. Mais si vous êtes de la partie, que vous voyez le reportage, vous allez vous dire, mais pourquoi il n'a pas parlé de ci, pas parlé de ça? Et puis non, c'est pas vrai, que la façon dont il l'a dit laisse penser que cette fumée n'est pas toxique, alors que bien sûr elle l'est, puisque toute fumée est toxique. Ouais, je dis ça parce que j'ai un petit reportage de TF1, je sais même plus comment ça s'appelle maintenant, mais un truc, un incendie, tout ça. Le reportage, je sais pas comment je suis arrivée là-dessus, mais ça durait 2 minutes. Dans le reportage, ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils répètent plusieurs fois les mêmes choses, mais on ne sait pas où ça se passe. Je crois qu'on sait quand, mais on ne sait pas où, ni précisément quel quartier, on ne sait pas. Le truc qui brûle, c'est un centre de tri, mais on ne dit pas de quoi. Un centre de tri postal, un centre de tri de déchets, un centre de tri, on ne sait pas. Ça, c'est très curieux. Et c'est redit plusieurs fois le centre de tri. Mais c'est pas le centre de tri. C'est le centre de tri postal de Pantin, c'est le centre de tri et de valorisation des déchets de la zone nord, machin, situé sur le boulevard Chose. Mais j'ai trouvé ça extrêmement bizarre. Il n'y avait pas les informations de base. Donc, comme il n'y avait pas les informations de base, tout le reste n'était pas recevable. Ça jetait le discrédit sur tout. Et personne ne s'en est rendu compte. Sauf que tous les gens, les commentaires disaient quasiment tous, ah oui, là ça crame tout ça, mais pour nos voitures, on va nous faire chier avec la vignette critère et trucs comme ça. Donc manifestement, puisque tout le monde a réagi à peu près de la même façon, c'est peut-être ça qui était visé. Les gens pensent qu'ils ont une pensée critique, mais en fait c'est encore à un autre niveau. Et ils n'ont pas vu ce qu'il y avait à voir. Que ce reportage est un reportage à moitié bidon qui sert encore un autre propos. C'est à plein de niveaux. Et on leur dit que la fumée n'est pas toxique, mais que la fumée de leur voiture est toxique. Donc ça, ils l'ont vu. Mais ça, c'est tellement gros que, j'allais dire, c'est fait pour. Les gens pensent qu'ils ont vu quelque chose. Ah oui, tous pourris, mais il faut voter quand même. Donc ça ne change pas leur façon, leur moule de pensée. Et là, je me dis, si tout le monde a réagi un peu comme ça, avec aussi des très bons mots d'esprit, bon, c'était très drôle aussi, mais c'est marrant, ils s'arrêtent au premier pas. Donc si c'est vraiment gros, les gens vont avoir une émotion d'indignation et ils chercheront pas plus loin. Donc il y a un autre niveau de manipulation sous ce niveau de manipulation émotionnelle. Ils ont identifié un truc, mais ils n'ont pas identifié le reste. Donc tant que les gens ont des émotions, ils sont incapables de réfléchir. Tant que nos émotions sont stimulées, nous sommes incapables de réfléchir. Et nos croyances profondes sont très souvent liées à l'émotionnel. Les gens qui ont fait des expériences de mort imminente, tout ça, c'était tellement beau, il y avait tellement d'amour. Ça, c'est de l'émotion, type. Mais comme on assimile l'amour à quelque chose d'élevé,
On ne peut pas voir. C'est une émotion positive, mais ça reste une émotion. Un truc qui éteint l'intelligence. Et à propos d'intelligence, il y a une intelligence artificielle. Ça, c'est notre cher Rachi qui m'a envoyé un lien, mais Rachi, apparemment, tu n'as pas vu quelque chose d'essentiel non plus. Ça m'envoie sur une vidéo qui explique que le tunnel de lumière est un piège. Ah, mais depuis 3 ans qu'on en parle de façon absolument intensive ici, sur ce canal, donc très publiquement, et à de nombreuses reprises, on a même fait des émissions en direct où on parlait beaucoup de ça, et puis on commençait à en parler vraiment beaucoup autour de nous-mêmes, et moi c'était la première fois, quand j'ai rencontré Caro, c'est la première fois que j'entendais ça, que sa grand-mère lui avait dit surtout ne le prends pas. Donc j'en ai parlé à plein de gens qui m'ont dit ah oui, faut pas, ah bon. Et il y en a eu peut-être un ou deux qui ont dit ouais, mais je crois que j'avais déjà entendu parler de ça, ou un ou deux qui ont dit mais bien sûr, ça semble un peu étonnant. Un ou deux dont moi. Je dis bah bien sûr, avec les parents qui t'attendent et tout. Moi si mes parents ils m'attendent de l'autre côté, je te jure, ils vont m'entendre. Mais ça paraissait tellement cousu de fil blanc. Cette grande lumière blanche d'amour. Mais sinon, tous les gens qui sont pas dans le rationnel exclusif et dans le refus de tout ça, ah mais ils sont ravis à la grande lumière blanche et oh, ça va être beau. Et là, au bout de 3 ans, voilà, il y a la réaction. Oui, il y a la réaction. C'est pas qu'ils disent comme nous. C'est pas, disons, qu'on s'est reconnu en esprit. Non, non. Cette vidéo, à l'instar de centaines de vidéos que j'ai commencé à voir apparaître dans ma barre de suggestions, là, comme ça, très belles, avec des images de très belle qualité, des belles couleurs, tout ça, des images réalisées par l'intelligence artificielle, des images de synthèse, donc des images recomposées, enfin dans le style peinture, mais ou dans le style réaliste. Il y a plein de vidéos comme ça, et de chaînes sur des sujets spirituels, en réalité ésotériques. Et les noms des canaux, c'est toujours des trucs sagesse ancienne, Tibetan Wisdom, Eternal Light, enfin des choses comme ça. Vous verrez, hein, c'est une voix synthétique, mais typée. Par exemple, il y en avait une, c'était une voix de femme un peu âgée, en anglais, avec un vague accent, c'est-à-dire c'est pas une américaine ni une anglaise, hein. De toute façon ça émane, c'est plutôt américain maintenant qu'on a dans l'oreille, c'est pas de l'anglais. Et puis il y avait des images qui se suivaient, qui ressemblaient à des photos retouchées en hyper-réalisme, hein, ce style hyper-réaliste à l'aérographe là qu'on avait à un moment. Et c'est toujours des femmes, c'est des femmes entre 50 et 65 ans, de type tibétain, vraiment le faciès tibétain, habillées de façon traditionnelle ou semi-traditionnelle, en train de méditer dans un jardin, tout ça. Il y a même un mélange entre moderne et... il y en a une qui est dans sa cuisine, dans un appartement moderne, mais on sent bien qu'il y a beaucoup de choses traditionnelles, dont le vêtement dont elle est plus ou moins habillée. Et comme ça, les photos se succèdent avec cette voix qui parle, on dirait une voix de grand-mère, mais c'est une fausse voix, et ce sont de fausses images qui délivrent des enseignements ésotériques. Et de la magie à la petite semaine, du style le rituel de l'oignon, les trucs comme ça. Ah mais c'est grandiose, c'est à tomber par terre. Et comme c'est très beau, avec une espèce de... sinon de musique, le truc que je mettais en fond sonore avant, comme il met Divergent, une espèce de nappe de son comme ça, ben moi je mettais ça parce que comme j'avais pas trouvé la façon, je m'y intéressais pas encore, mais d'enlever le niveau de bruit quand j'enregistre. Oui, parce que si je l'enlève, ça va, et si je l'enlève pas, ça grésille un peu. Quand il y a une nappe de son comme ça, ce grésillement se fond avec le fond sonore. Donc ça passait bien. Voilà. Donc il y a toujours un peu un truc comme ça qui apaise, hein, musique de méditation, des accords comme ça très doux, et puis des couleurs très belles, et puis des paroles de sagesse, et tout ça c'est au kilomètre. C'est décrit dans 1984, ce processus de fabrication de choses destinées aux prolétaires, qui sont faits en fait par des robots au kilomètre. Des chansons avec les rimes de Mirliton qui sont produits comme ça au kilomètre, c'est même pas des humains. Dans 1984, hein. Donc là, on est là-dedans. Et moi, ce que je vois, c'est que ça scanne.
Et puis, il y a toute une série de vidéos pour ceux qui croient aux expériences de mort imminente, le tunnel, l'amour, les anges. Voilà, il y a tout ça. Et puis pour tous ceux qui se sont rendus compte que vraiment c'était une arnaque grossière, bah comme nous, et ben ils nous envoient ce genre de trucs. Voilà, on va cliquer, bah celui qui est au début de son cheminement. Oh, ah oui, c'est vrai, c'est un piège. Et ils disent exactement ce qu'on a dit pendant toutes ces années. Donc ça commence à circuler. Donc à chaque fois qu'on commence à découvrir quelque chose, c'est intégré. Alors que ce soit intelligence artificielle, qui est derrière? Qui est derrière le mensonge? Qui est le père du mensonge? Donc que ça passe par des vidéos en intelligence artificielle, ou que ça passe par des gens qui sont eux-mêmes des réseaux de neurones artificiels parce que leurs pensées ne leur appartiennent pas. Où est la différence? Vous voyez comment ça fonctionne? Le système intègre sa propre critique. Qu'il s'agisse des politiciens, mais nous avons vu que les politiciens sont tous des acteurs, qu'il s'agisse des forces plus cachées, ils fonctionnent toujours comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment que de l'opposition contrôlée parmi les gens en vue. Enfin, il n'y a que de l'opposition contrôlée parmi les gens en vue, et une partie des gens pas du tout en vue, peut-être même comme moi, ouais, pourquoi je ne serais pas de l'opposition contrôlée? Mais oui, parce qu'il y en a qui le disent, ouais, mais t'es de l'opposition contrôlée, t'es une sioniste, ah ouais, t'as raison, mais c'est bien, allez, au revoir. Tous les gens qui n'ont pas déblayé suffisamment les couches de mensonges continuent à relayer, au moins à leur insu, une part de mensonge. C'est pour ça que le chemin ne s'arrête pas. Que chaque découverte d'un mensonge s'appuie sur une couche de mensonge plus profonde. C'est ça que j'ai dit. Donc, comme on ne peut enlever qu'une couche à la fois, il faut se rendre compte que la couche qu'on a enlevée n'a pas mis à jour une vérité, mais un mensonge plus subtil. Et les tenants et aboutissants du pourquoi de ce mensonge nous rapprochent un peu plus de la vérité des choses. Donc, qui est derrière le mensonge, en fait? Nous n'avons pas accès aux vérités depuis ce plan. Nous ne pouvons qu'enlever des couches de mensonges et nous détacher émotionnellement de ces couches de mensonges qui nous ont accompagnés pendant un moment dans notre vie, dans notre existence terrestre. Parce que vie et existence terrestre, c'est vraiment pas la même chose. Alors j'étais partie pour vous parler du chant des oiseaux, le rossignol discret de jour. Ouais, la nuit, je ne l'ai pas tellement entendu, il est vrai. Ah, il faisait trop froid cette nuit. Et puis il a plu. Le rossignol chante-t-il sous la pluie? Mais certainement. Et vous dire aussi des futilités, que j'ai semé 2 doubles lignes de pois gourmands en poquet, bien paillés. Ah, le rossignol me répond. Et la charmante personne qui est venue me voir eh bien vendredi et qui m'a laissé une corbeille de victuailles faites par elle, un morceau de pain de sarrasin aux graines de courge, des confitures plus extraordinaires les unes que les autres. Oui, dans des écrins guère plus grands que des pendants de boucles d'oreilles, violettes, pommes et calamondins. Étonnant, détonnant. Des cadeaux de confiture pour la dégustation. Un petit plaisir de papille. Puis d'autres choses aussi. Attendez, il y avait bien sûr des savons au miel, un pot de levain de sarrasin et plein d'autres choses. Eh bien, cette personne m'a aussi apporté des fleurs qu'elle a récupérées dans les poubelles du cimetière. Ah oui, oui, parce que les gens ne les arrosent pas, alors elles sèchent. Mais une pensée, c'est increvable. Donc, il y avait ces pensées dans les poubelles, elle les a ramenées et arrosées. Elle m'a laissé 2 pots. L'un est une pensée et l'autre est une prime vert. C'était quand même dommage. Encore dans leur pot d'origine, tout. Une belle pensée, violette et jaune. Un peu comme la pensée sauvage, mais vraiment fortement améliorée. Ah, moi, ce que je préfère, ce sont les pensées sauvages. Oh, mais c'est comme... cultiver les fleurs, c'est sympa, mais quand on marche comme ça dans une prairie et qu'on tombe sur un petit groupe de pensées sauvages, c'est comme tomber sur une orchidée. Non, bien sûr, on ne les cueille pas. On se met à 4 pattes pour les observer de près. C'est comme un miracle. Mais c'est comme la venue d'un animal sauvage. C'est pas à moi. C'est pas le mien. Non, c'est un miracle qui s'invite.
Et cet oiseau là, vous l'entendez? Non, ce n'est pas le rossignol. Comme c'est joli. Et avant-hier, nous avons vu une perdrix, je crois, de très près. Oh, qu'elle était belle. Qui courait le long de la route, pauvre, pauvre petite. Puis elle s'est envolée. J'attends avec impatience que les choses que j'ai repiquées grossissent. 2 courgettes qui avaient pris un coup de froid dans la nuit sont en train de repartir de leurs boutons. Bientôt, elles vont s'étaler tellement qu'elles prendront toute la place. Et tant mieux, comme ça, rien ne poussera dessous. Très pratique, très très pratique. Et je repiquerai à leurs pieds une tomate qui montera. Comme ça, le pied de la tomate sera paillé de grandes feuilles de courgettes. Et puis c'est joli, ça se répond bien, tous ces feuillages qui s'enroulent grâce à l'hippomée. L'hippomée, c'est un liseron bleu magnifique. D'ailleurs, je crois que c'est ça qu'elle a planté dans d'autres petits pots, cette dame qu'elle m'a laissée. Elle a semé quelques fleurs, et ce qui a poussé en premier, ce sont des pieds de tomates. Chouette, je vais même avoir des semis de tomates. Voilà, tout ça, c'est très humain, très féminin. Des confitures et des boutures, j'allais dire, mais non, des semis et des fleurs. Alors je souris à chaque fois que je vois ces fleurs. Je souris à chaque fois que je vois dans la grande corbeille tous ces présents. Et tous ces présents qu'on m'a envoyés par avance pour mon anniversaire. Notamment une brume d'intérieur. Je dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un pchit lavande et essence de pin. Naturel, hein? Eh bien, je suis convaincue, les amis. Bah oui, parce que chez moi, ça peut sentir la fumée, ou dans la salle de bain, ça sent vraiment le salpêtre. Je n'y vais presque pas. Mais trois pressions et la chambre se met à embaumer de cette odeur très délicate, lavande et pin. Une odeur qui fait respirer profondément et qui calme et qui amène de la joie dans le cœur. C'est si simple. Mais les gens savaient ça avant. Dans la littérature du 19e, on a ça. Était-ce dans Zola quelque part un flacon de verveine débouché laissait les effluves d'un flacon de verveine débouché. Donc de verveine, c'est l'eau de verveine, là, comment dire, l'eau de toilette, l'eau de Cologne à la verveine, c'est très acidulé, un peu comme du citron. Ça réveille, ça donne envie de respirer. Donc les gens savaient que ces types d'odeurs, ces types de parfums élevaient l'âme ou apaisaient le cœur, comme l'odeur du coin, des bouquets qui servaient à ça, quoi, à amener un parfum apaisant dans l'intérieur des maisons. C'est un très joli cadeau, très très joli cadeau, dont je fais mes délices. Et il faut bien ça, à mettre en face de ce ciel bizarre, de cette impression de non-vie galopante. Heureusement qu'il y a les oiseaux, n'est-ce pas? Heureusement qu'il y a, comme toujours, de la vie qui émerge de ces couches et ces couches qui nous submergent de non-vie, de laideur, de coercition, de désespoir. Il y a toujours une tomate qui germe, un oiseau qui chante, une rencontre, un sourire, un regard profond d'encouragement, une voix qui parle dans le vide, dans le vide, dans le vide intersidéral, une voix qui nous parle en silence, qui s'adresse à notre cœur. Mais plus encore, il y a le silence qui nous écoute, qui nous accueille, qui nous attend.